Bonjour à tous et bienvenue sur Middle-earth SBG France. Aujourd'hui, je me retrouve chez Carpu. Bonjour, bienvenue dans mon humble demeure. On change un peu de décor pour pouvoir faire ces présentations des équipes, plus précisément de leur liste pour le dernier tournoi de qualification pour le WTC et la nouvelle Nation Cup. Pour rappel, on aura une vidéo par équipe pour présenter du coup toute leur liste et tous les appariements qu'ils ont au fur et à mesure du tournoi. Et vous pourrez nous dire en commentaire le prono que vous avez pour cette équipe. Si vous la soutenez, lui donner beaucoup de soutien également. Et aussi dire en commentaire quelle sera à votre avis la fake list de cette équipe. On commence du coup cette série de 6 vidéos par l'équipe sur un malentendu. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quels sont les joueurs qui font partie de cette équipe? En capitaine, nous avons Glorfindel, aka Alex Faure, The Beast Slayer. Ensuite, nous avons Ikori, Dolrudir et Arag. Si vous voulez un peu plus d'informations sur ces joueurs, je vous invite à regarder la première vidéo de présentation du tournoi. Et nous, on va attaquer tout de suite avec la présentation de la première liste. Avant de commencer la présentation de la première liste, comme chaque équipe a 5 listes, on ne sait pas encore quelle liste sera jouée et par quel joueur, donc je ne pourrai pas mettre de pseudo en face des listes, donc totale surprise, et on aura le résultat que le jour J. On attaque du coup maintenant la présentation de la première liste. C'est une alliance verte entre les halls de Tranduil, les survivants de Laqueville et les collines de fer. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Oui, donc l'alliance des 5 armées. Hein. La fameuse, celle qui normalement tient bon tout le temps. Nous avons donc Legolas Vertefeuille sur cheval. Il mène quand même 14 elfes, un cavalier, une bannière. Ensuite, il y a le petit capitaine de Laqueville, donc avec un bouclier, qui mène 12 bonhommes. Avec des lances partout, des haches partout. Et nous avons 15 nains menés par un Daïn sur cochon. Donc dans les 15 nains, on voit 2 chevaucheurs de bouquetin, une bannière, et puis en fait au final beaucoup de lances quand même. On se rend compte que l'armée est à 44 figurines. Donc un nombre quand même tout à fait correct pour une armée aussi élite que ça. Correct, mais on pourrait se dire qu'elle manque quand même de nombre au vu des héros qu'il a pris, parce que le capitaine quand même il fait quoi? Il fait 45 points avec un bouclier. 45 points, Dain fait 160. 160. Et Legolas 105 points. C'est ça, avec le cheval. Donc du coup, on se dit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de points héros et tout est rentré chez les soldats. Et chez les soldats, il n'y en a pas énormément. Par contre, on voit quand même qu'il y a 2 bannières, autant chez les elfes que chez les nains. Donc il s'assure quand même d'avoir un combat supérieur un peu partout avec les elfes qui seront certainement en soutien. Et avec les 2 bannières, ça fera 2 rayons de 3 pas à chaque fois. Donc il peut quand même se faire une ligne quasiment complète sous bannière avec des rerolls pour pouvoir gagner assez facilement les combats. Et grâce à la force 4 des nains en première ligne ou des Laqueville qui vont tailler avec leurs petites haches, il peut quand même faire un peu de dégâts sur le long terme et entamer une guerre d'usure. Exactement. Et puis en plus, quand il aura les scénarios où il sera séparé, je pense à Divide and Conquer, et ben il pourra mettre une bannière d'un côté, une bannière de l'autre, et il sera jamais en peine de bannière, quoi. Exactement. De relance. Et puis chaque troupe, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de lances. Chaque troupe du coup est indépendante l'une de l'autre, donc si elle arrive séparée sur Divide and Conquer ou sur un scénario de Maelstrom, les troupes peuvent être quand même indépendants et créer une mini phalange à chaque fois. Exactement. Puis on voit aussi qu'il y a 2 chevaucheurs. Les chevaucheurs, il faut savoir, c'est 20 points par chevaucheur. C'est vraiment un gros coup en points. Par contre, ils ont quand même une lance de cavalerie. Même s'ils se déplacent que de 8, il y a leur petit bonus de charge avec le bouquetin. Sur un 5+, ils font tomber une figurine qui a man size. Du coup, un petit héros qui est à pied, sur un 5+, vous le mettez à terre, vous êtes tranquille avec votre chevaucheur, il ne peut pas le blesser. Et puis en plus, c'est un 5+ qui ne peut pas être contrecarré. C'est ça, sauf règle spéciale comme sur les orientaux par exemple. Donc c'est quand même 2 unités qui peuvent être sympas, ça peut faire une petite surprise quand même, parce que c'est des règles qui ne sont pas tout le temps utilisées. Exactement. Mais qui peut être, sur le moment venu, être très pratique pour bloquer un petit héros. Alors c'est un pari, est-ce que c'est sur un 5+, mais ça se tente. Après, on a bien sûr le preneur d'objectif, le cavalier elfe. Ils apportent de la vitesse dont la liste a besoin. Exactement. Au final, la liste, elle est quand même pas mal, parce qu'il y a quasiment 33% d'archers chez les elfes et chez les Laqueville, donc il y a quand même une force de tir assez intéressante. De la vitesse avec les chevaucheurs de bouquetin et le cavalier elfe. Des héros quand même assez emmerdants, parce que bon, Legolas,
On sait très bien que c'est un top héros du bien, quasiment tout le temps pris, quoi qu'il arrive. C'est un des meilleurs, non pas parce que c'est pour sa puissance qu'il va apporter sur le terrain, parce que pour ça, il y a d'autres héros qui valent le même point que lui et qui sont beaucoup plus puissants. Par contre, sa règle spéciale avec son arc, ça c'est un enfer pour tous les magiciens qui jouent Nazgûl. C'est ça, toutes les bannières un peu esselées. Toutes les bannières esselées. Une figurine qui tient un objectif, etc. Les généraux avec un point de destin, une petite défense. Les petits chevaux aussi. Voilà. Les petits poneys fringants. Il peut target un peu tout ce qu'il veut sur la table et c'est quand même une plaie, même avec des bloqueurs de tir, même avec tout ce qu'on veut. Il ignore tout, lui. Voilà, il est là, il est présent. Toujours là. Ils ont fait le choix de prendre Dane au lieu d'un Bard ou d'un Thranduil. Alors Thranduil ne peut pas être pris entre guillemets parce qu'il y a déjà Legolas qui mène les elfes, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 héros elfes, ça ferait un peu beaucoup. Mais par rapport à Bard, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un petit choix à faire. Mais c'est vrai que si on veut un général assez safe, Dane est quand même mieux, parce qu'il a combat 6 de base, défense 8, 3 points de vie, alors que Bard n'a que défense 5. Donc, au final, c'est plus dangereux quand même. Non, puis Dane, c'est un monstre de tueur. Hein. S'il n'y a pas de magie en face, ou que la magie elle rate en face, vous êtes certain que celui que Dane a chargé... il saute. Il fait pas long feu. Hein. Il a force 5, plus 1 pour blesser, quoi qu'il arrive. Avec un cochon qui a 2 points de vie, défense 6, donc allez tomber l'animal. Est-ce qu'on tape d'abord sur le nain ou sur le cochon? Ah, des petites côtelettes de porc, c'est bon quand même. Hein. C'est sûr que des ribs, c'est bon, sauf que celui qui est dessus... Avec les culs, après il te les ramasse. Tu donnes. Tu y récupères. Hein. Non, c'est Dane, on sait que c'est une figurine très fiable. Voilà pour la première liste, qui va nous permettre de découvrir les suivantes. On attaque maintenant la deuxième liste de ce roster avec une alliance orange cette fois-ci, mais toujours chez le bien. C'est une armée de 62 figurines. C'est chaud. Ça commence à faire du nombre. C'est ça, qui comprend du Montbrumeux, de la Lothlórien et du Hobbit. Ouais. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement, s'il te plaît? Parce que là, il y a du monde. Hein. Là, ça va être compliqué. Liste atypique, hein, quand même, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça sur les tables. Donc, nous avons Gwaihir, pour les Montbrumeux, qui sera le général. Ouais. On passe. Ça, c'est rapide. Ça c'est fait. Et puis après, on attaque avec les Hobbits. Donc, nous avons Meriadoc, Brandebouc, sur son poney fringant, qui mène 15 Hobbits. Nous avons ensuite Will Pied-Blanc, qui lui aussi... a une troupe full, donc 12 hobbits. Et la dernière troupe hobbit, elle est menée par... le fermier Maggot. J'oublie les prénoms. Le fermier Maggot, donc avec ses 3 chiens, bien sûr, et full hobbit derrière. Hein, donc, enfin, 9 hobbits. Les 9 hobbits, exactement. Et nous terminons par la Lorien, Galadriel, qui mène 18 elfes. Dans 8 gardes de la tour Galadrim, qui commence à faire beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Donc. On va rappeler un peu toutes leurs sets pour que vous compreniez un peu ce qui se passe passer avec cette liste. Bah c'est ça, là du coup on a un général qui est très safe, qui est un très bon combattant, qui a règle voile, etc. avec Gwaihir. On va le présenter. Donc voilà, on va s'arrêter là, parce que bon, vous l'avez déjà vu. On peut dire qu'il a combat 8, une petite défense de 8, force 6. Voilà. Il y a de quoi faire. Grosso modo. Hein. Surtout soutenu par de la magie de Galadriel. Il y a quand même moyen de lui donner un petit peu à manger pour des combats héroïques, etc. Galadriel va aussi protéger les hobbits du tir. Parce que bon, les hobbits, c'est de la défense 3, donc ça va tomber très vite s'il y a du tir en face. Ouais. Donc Galadriel a quand même un rôle très central dans cette armée-là. Ah bah, elle va faire une petite bulle de commandement. Hein, ouais. C'est ça. Et puis elle va pas être générale, donc on peut vraiment la planquer. Puis si elle se fait piéger par des tirs ou quoi, c'est pas très grave. Pas très important. Exactement. Puis dans ses sorts, elle peut redonner des points de destin, donc au final... Gwaihir est tranquille, quoi. Gwaihir est tranquille, elle aussi. C'est 2 héros qu'on connaît bien et qui sont quand même assez sympas à jouer. Exactement. Donc après, on a la grosse horde de hobbits qui vont être soutenus par les elfes, donc on va quand même avoir une grosse phalange en première ligne, là, des hobbits, force 3 ou 4 en fonction s'ils sont améliorés, plus du combat 6 ou 5 derrière. On peut expliquer qu'ils sont améliorés grâce à Merry. C'est ça. Il y a 10 hobbits qui sont améliorés grâce à Merry. C'est des hobbits qui sont normalement à combat 1, force 2, défense de 3, etc. Mais grâce à Merry, pour plus 1, ils passent à force 3. Plus les haches,
Donc on va tailler, parce que de toute manière, la défense est pourrie. Enfin, la défense, elle est à défense 3. Autant avoir défense 1. De toute manière, on peut pas faire moins de 2-3 plus pour les tabasser. Donc c'est quand même... il peut y avoir une force 4 là-dedans qui peut faire mal. C'est clair, c'est clair. Sauf que même s'ils sont combat 1, eh ben derrière, on a quand même les elfes. C'est ça. Les elfes qui sont à soit combat 5, soit combat 6, donc envoyer des héros là-dedans, ça va être extrêmement pénible quand même. Ça. Parce que les cours de Galadrim, si on doit les rappeler, c'est quand même un combat 6. C'est la seule unité du jeu qui a un combat 6 en tant que soldat. C'est ça. Et en plus, ils ont des pics, donc s'il y a vraiment besoin, il peut même combattre sur 2 rangs, quoi, pour assurer des jets de dés à avoir. Quoi. Il en a mis 8, ça fait beaucoup. D'habitude, on préfère en prendre 4 ou 6 pour voilà, faire la surprise, parce qu'ils sont quand même à 12 points. Ils ont peut-être fait ça comme ça, pour contrer des éventuelles légions d'empereurs qui pullulent. Ouais. Et du coup, comme ils ont combat 5, lui, il va proposer au moins combat 6. Ah non, c'est... Et puis, voilà, il a quand même 62, donc il peut se permettre quand même de mettre beaucoup d'elfes. Juste un petit focus sur les 3 héros hobbits qu'on ne voit pas souvent. Meriadoc apporte la marche, de mémoire, et peut-être une frappe. Et la strike. Mais bon, en partant de combat 3... Je suis pas sûr que ça soit très utile. Ah, il a quand même 2 attaques. Ça peut... ça peut faire des blagues. Pour avoir joué du Hobbit, ça peut faire des blagues quand même, même un combat 3. Une petite frappe. Là, en fait, l'adversaire, il va se dire, bon, ben, je vais pas faire de frappe, parce que de toute manière, il a un combat 3, donc moi j'ai combat 6 ou 7, voilà. Et au final, le 6 il sort, ou le 5 il sort, et puis on commence à suer. C'est ça. C'est un peu une arme psychologique, la frappe de mairie. La frappe de mairie. Non, mais après, la grosse frappe, on va dire, c'est Goyir, hein, qui pourra projeter, il pourra faire un peu tout ce qu'il veut sur la table. Bon, bah lui... Après, on a Will Pied Blanc. C'est ça, donc qui apporte une autre bannière dans la liste. Donc on voit encore un deuxième effet bannière, comme sur la liste précédente. Alors là, ça va affecter que les hobbits, mais c'est sur 6 pas. Comment on fait cet effet bannière? Il a 3 points de volonté, et s'il use un point de volonté, il peut faire cet effet bannière. Donc c'est quand même quelque chose d'actif. Faut pas non plus trop le mettre devant des magiciens qui peuvent le bloquer. Mais est-ce que les magiciens vont targeter non, je pense qu'ils auront d'autres choses à s'occuper. Exactement. Il faut savoir aussi que tous les hobbits sont résistants à la magie. Exactement, donc c'est assez pénible. Et le dernier, du coup, ça va être le fermier Maggot, qui lui, bon, tout le temps, en termes de profil, il est pas terrible, mais il apporte ses 3 chiens, donc un peu de vitesse à cette armée-là, parce que c'est des petites figues toutes petites, mais qui bougent de 8, donc facile à cacher, et qui va pouvoir balader sur la table sans problème. Exactement. Parce qu'au final, le seul preneur d'objectif qu'on avait pour l'instant, c'était Goyir, parce que chez les elfes, il n'y avait pas du tout de cavalier, et là, on a 3 chiens. On a quand même 3 chiens qui se déplacent de 8, ça peut être une plaie. En gros, il a une grosse poulette et 3 chiens. Il est content en termes de fermier, là. Il est content. Il est bien. En plus d'une phalange un peu pénible à affronter, du coup, avec les combats 6 derrière, c'est aussi une armée où on n'a pas envie de faire un duel de tir, parce que, en plus de la lumière de Galadriel, donc on va le toucher sur du 6, il a quand même 19 tirs en face. À 3+, parce que les hobbits, bon, ils tirent à 4-18 pouces, mais ils tirent à 3+, et on a quand même 6 guerriers elfes, en plus de ça. Faut savoir que quand même, quand un hobbit tue quelqu'un, que ce soit au caillou, hein, parce que finalement, si jamais il bouge pas, si jamais il décide de pas bouger, on a quand même les 60 hobbits, enfin, j'exagère, mais 50 hobbits qui vont tirer full caillou. C'est ça. Donc, force 1, ça peut être drôle. Ça peut faire une ça peut être drôle, mais quand il y en a 30 qui tirent, ou 50, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Et comme c'est 5 points la figurine... Ça va se rentabiliser très vite. Dès qu'il y en a un qui tue, il rentabilise 10 hobbits. Voilà. On aurait pu se dire qu'il n'a pas mis de sentinelle qui aurait pu soulager du coup Galadriel avec une contrainte. Mais peut-être que le choix a été fait de remplir vraiment au maximum toutes les troupes pour avoir un maximum de nombres sur la table. On va maintenant du coup passer à la 3e liste. La 3e liste de ce roster est une liste assez classique des rosters WTC. C'est un peu les hobbits du mal. On va passer sur une alliance orange entre les pouvoirs sombres de Dol Guldur et Goblinville. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Nous avons le roi gobelin avec Gollum, une pléthore de gobelins, 2 capitaines normaux, et 2 capitaines mercenaires. Et en plus de ça, du coup, pour l'Alliance, l'ombre persistante. Le Lingering Shadow en anglais. Lingering Shadow, exactement. 3 petits wargs pour la prise d'objectif. Et 4 petits wargs pour la prise d'objectif. Et une bannière de Gundabad.
Donc là, il assure les points de bannière qui manquent cruellement à Goblinville. On a le général quand même le plus safe du mal avec le roi gobelin. Je crois que c'est une des figurines les plus safe de tout le jeu. Hein. C'est ça, parce que bon, c'est combat 6, donc bon, avec la frappe, donc c'est quand même assez pénible à les affronter. Quand il prend un point de vie sur un 3+, il l'annule, sauf si c'est des lames maléfiques ou des pouvoirs magiques. Donc attention quand même au petit Black Dart. Et après, si ça n'a pas fonctionné, il a quand même encore un point de destin derrière. Bon. Normalement, on est plutôt safe. Plutôt pas mal, et puis en même, plus de ça, il faut rajouter que c'est un monstre, hein, donc en fait, il fait un peu ce qu'il veut dans votre ligne. C'est ça. Donc et puis il peut traverser les gobelins. Il y a plein de tricks à faire. Il peut en prendre un et le jeter. C'est sur 6 pouces, hein, un truc dans le genre. Enfin bref. 12 même, je crois. 12 pouces, ouais, je crois que c'est 12 pouces, t'as raison. Enfin bref, c'est un général qui est très lourd à affronter, qui est très fiable, en tout cas. C'est ça. Et en plus, avec le Gollum, ça apporte quand même beaucoup plus de fiabilité. Parce que du coup, parce qu'il en avait vraiment besoin. Parce que Gollum, du coup, a l'anneau. Et du coup, s'il le passe au doigt et qu'il va au combat, il va diviser par 2 le combat adverse. Donc, c'est-à-dire que l'autre va caper maximum combat 5 avec une frappe. Donc, avec le combat 6 du roi gobelin, c'est quand même pas mal. Voilà, on a le petit twist avec Grina. Oui, aussi. Qui peut changer, intervertir un gobelin avec un autre gobelin. Donc, comme le roi gobelin est considéré comme un gobelin. Un très gros gobelin. Je vois mal le Grina balancer son fouet pour ramener son roi, quoi. Mais il a de la force apparemment dans le bras. Ce qui peut être très avantageux quand le roi gobelin est en péril ou quand le roi gobelin doit être à un autre endroit. C'est ça. Et après, on a quand même... deux grosses menaces de vitesse. Du coup, donc il y a les 4 wargs. Et en plus, il y a 2 troupes de mercenaires qui peuvent popper un peu partout, soit dans un élément de décor, soit sur les bords de table pour aller choper de l'objectif, traverser les tables, prendre de revers, etc. Parce qu'il y a quand même 80 gobelins. Ouais. En gros, il y en a 20 qui sont hors gobelins normaux et 60 de petits gobelins qui viennent venir engluer. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une belle enclume et derrière venir grignoter sur les côtés avec tout le reste. Au niveau statistique, hein, c'est des gobelins normaux, sauf qu'ils ont une armure, donc ils ont une meilleure défense. Mais c'est en fait cette règle insane qui fait que ça a une plus-value énorme dans cette liste. Il faut quand même réussir un test de bravoure. Il faut réussir un test de bravoure, mais généralement il a 1 point de volonté. 2 points de puissance. 2 points de puissance, donc normalement, il arrive à un endroit. C'est ça. Et il arrive avec 9 plus le capitaine, 6 plus l'autre capitaine. Donc il y a quand même une grosse pause. 2 grosses pauses. C'est ça. Puis après, pour finir un peu sur cette armée-là, on a le Lingering Shadow, ou l'ombre persistante. Petit Nazgûl de Dol-Guldur, très pénible, parce que compliqué à tuer, parce qu'il peut faire une résurrection impie. Ouais, c'est-à-dire que vous allez mettre un jeton là où il est mort, et à 6 pas autour de ce jeton, au prochain tour, il pourra revenir sur un 3+. Sur un 3+. Donc c'est un bon petit chasseur de bannières, de petits héros, comme les chamans, etc. derrière votre ligne, parce que il peut déjà bouger de 3 pouces juste après l'initiative, avant les actions héroïques, etc. Ça, c'est excellent. Exact. Et si en plus vous le tuez, il peut rebouger de 6 pas, et ainsi de suite. Donc si vous l'avez tué, il peut faire 9 pas pratiquement en un tour, quoi. En se téléportant. Gratuitement, plus 6 pas derrière. Hein, c'est ça, plus son mouvement. C'est vraiment, ça c'est gratuit. Les 6 pas pour repopper, c'est gratuit. 3 pas pour se remettre dans une autre position, c'est gratuit. C'est sa règle spé. Et 6 pas derrière. Donc vraiment, on est sur une projection du Nazgûl. Énorme. Franchement, pour le manager, ce truc, généralement, c'est un peu un enfer. On essaye de shielder ou on essaye de le tuer avec des lames elfiques. Comme ça, on met -1. Mais il faut avoir encore une lame elfique dans son armée, quoi, ou de la magie. Non, c'est... Et c'est une belle épine dans le pied de votre adversaire, ça c'est clair. Belle épine, c'est le mot de qualité pour ça, quoi. Après, c'est une armée très classique du WTC. Elle a fait ses preuves. Voilà pour cette liste d'armées. On va maintenant attaquer la 4e liste. On attaque maintenant la 4e liste. Un peu les chouchous d'Ikori, donc on se doute bien peut-être qu'elle va la jouer, mais on ne sait pas. Sûr que ça soit la FX celle-là.
C'est donc Lost de l'Empereur Dragon, la nouvelle Légion légendaire. Enfin nouvelle, ça fait quand même maintenant 1 an et demi qu'elle est sortie. C'est la dernière Légion légendaire sortie. 44 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Mais je vais m'efforcer. Donc vraiment... Dans mon oreillette, on me cite qu'on la verra très souvent dans ce tournoi. Il y a moyen, ouais, il y a moyen que dans chaque équipe, il y a l'os de l'Empereur, mais avec des divergences. On verra par la suite. Le spoil. Donc nous avons l'Empereur Dragon qui mène 16 dragons noirs. 16 dragons noirs, plus 2 cataphractaires dragons noirs. Dont un tambourin. Avec Ben Drums. Le classique, hein, on va pas revenir là-dessus. Nous avons Rutabi qui mène des guerriers orientaux, mais aussi 2 guerriers dragons noirs. C'est ça. Borgir. Tout seul. Tout seul pour le coup. Un capitaine sans bouclier et pratiquement la même sauce que Rutabi. C'est ça. Il y a 2 acolytes aussi qui se cachent parmi tout ça. Donc une liste quand même assez classique de cette légion légendaire. On a quand même 3 gros héros qui vont peser correctement sur son adversaire. Donc t'en as Borgir pour la magie. Donc pour rappel, il va avoir Enchanted Blade. 3 sorts assez utiles. L'Enchanted Blade pour faire relancer les jets de blessure de sa cible. Les colères des lames pour faire passer force 6, voire force 10, si on la canalise, tous les coups de la cible. Donc, assez sympa, notamment sur l'Empereur Dragon. Hein. Ou sur Rutabi. Hein. Ouais, l'Empereur Dragon, il met quand même 9 patates force 6. Ça dépend ce qu'il a en face. Force 6, c'est quand même assez sympa. Ça dépend ce qu'il a en face. Ça dépend ce qu'il a en face. Et le fameux secousse sismique, qui va pouvoir mettre à terre beaucoup de monde et infliger une touche de force 6. Le trémor. C'était un sort qui était réservé aux gobelins bouclier noir. Et là, maintenant, il est chez les orientaux. C'est ça qui manquait aussi un peu chez les orientaux. Ça manquait. Il a pas la frénésie aussi, lui? Si. Voilà, il a la frénésie pour les orientaux. Ouais, mais j'ai dit des sorts utiles. Non, mais la frénésie va être quand même très importante en cas de terreur en face. En cas de terreur. Ça peut être pratique quand même. Assurer le coup, c'est pas mal. C'est un bon magicien, hein. C'est un très très bon magicien. En plus, les bonus de la Légion sont quand même très bien. Donc on a le +1 en bravoure quand on est démoralisé, plutôt pratique. Une relance d'un jet de duel pour tous les héros de la liste. Quand même assez cool, hein. C'est un peu le normal. C'était un peu la règle des elfes, mais du coup ils l'ont donné aussi aux orientaux. C'est ça, quand on met 3 attaques avec Rutabi plus la bannière, c'est-à-dire qu'on peut relancer quand même 2 dés sur les 3. Plutôt cool, plus les soutiens. Non, ça fabilise. On est bien. Et la dernière, c'est le combat 5. C'est ça. Bah ça, c'est l'effet de l'empereur qui est quand même multiplié dans cette légion-là. Donc il y a la bannière sur l'empereur, donc il faut aller le chercher, faut aller chercher le palanquin là. C'est ça. Le +1 en combat pour tous les guerriers à 6 pouces de l'empereur, donc vu le soc que c'est, vous avez quand même un très très bon rayon d'action pour ça. Donc l'empereur là, même s'il est derrière, il est utile, il est devant avec ses 3 attaques pour gagner, plus les 9 attaques pour blesser, il est utile. Non, il est super bien quand même. Non, c'est une liste qui est très forte, on commence à la voir de plus en plus, que ce soit en France ou à l'international. Hein. À l'Ardacon, il y en avait pléthore, c'était... C'est ça. Il y avait vraiment beaucoup, que ce soit en double ou en simple, ou même dans les Masters. Donc non, on connaît Rutabi, elle a la Master of Battle sur 3+. Donc elle peut copier une action héroïque avec un 3+. Super pratique quoi. Voilà. Le capitaine apporte la marche. Plus le tambour, c'est-à-dire que votre phalange va bouger de 12 pouces. Et il apporte aussi une lame elfique. En plus. Parce qu'il n'a pas mis le bouclier, donc la lame elfique est là. Ok. Donc pas mal quand même. On est sur quelque chose de fiable, on connaît. C'est simple et efficace. Simple et efficace. Donc on vient de terminer la présentation de cette fameuse légion légendaire. On va maintenant passer à la dernière liste du roster qui sent quand même le petit Alexandre Fort. Le déjà vu. Une liste très classique française depuis maintenant 10 ou 15 ans. Ouais. Facile. Facile. Il s'est pas foulé. Ça va être une alliance jaune entre le Mordor et les sinistres habitants de... Incroyable. Mirkwood. Incroyable. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? La présenter très vite, avec plaisir. Donc, un roi sorcier,
3 stress 3, le cheval, une couronne de Morgul, Numénorien, Orgue du Moranon, pisteur, on passe. Classique. Le classique. Seigneur des Ombres, cheval, avec Numénorien, des pisteurs, on passe. Guritz, on passe. Et la Reine des Araignées, avec la petite chauve-souris et les 2 Walkers, des ombres. Ouais, donc pour une armée de 40 figurines, assez complète. Alors... On a été médisants. On a été médisants. Parce qu'elle a quand même changé depuis, apparemment. Là, il y a une ombrellée. C'est pas la même. Il y a l'ombrellée qui est en moins. Le roi sorcier, non, le roi sorcier est en moins aussi. C'est 3-15-3 d'habitude. Là, c'est 3-13-3. Donc il sera plus là pour de la magie. Ouais, mais comme il y a le deuxième Nazgûl nommé, ça compense quand même plutôt bien. Les 2 Nazgûl vont pouvoir se synchroniser pour faire les paralysies, les contraintes, les drains de bravoure, etc. Donc c'est pas mal. T'as quand même une belle réserve de points de volonté, il y en a quand même 25, plus les relances. On est toujours sur une bonne cohésion d'armée. C'est l'armée la moins populeuse de tout le groupe. C'est ça. 40 figurines, pour du Mordor, c'est pas beaucoup. Mais, il y a quand même 13 Numénoriens noirs qui apportent la terreur, plus le -1 des Nazgûl, l'adversaire aura beaucoup de mal à la charger. Puis derrière, il y a quand même un Guritz, qui va fiabiliser les entrées en Maelstrom, ça ok, et puis qui en plus va apporter 3 marches, pour aussi avancer le plus rapidement possible vers son adversaire, pour essayer de les grignoter un peu partout. On a de la défense 6 derrière, en tant que lancier aussi. Ça. La chauve-souris qui peut aider à one-shot un héros. Après, la chauve-souris, elle va pas être facile à utiliser, parce que généralement, les héros qu'on voit sur les gros tournois comme ça causent la terreur. Donc là, elle va quand même réussir un test de bravoure pour aller charger. Mais bon, elle apporte toujours sa règle vol pour aller traverser la table, aller chercher un objectif, etc. C'est quand même 3 points de vie, hein, 4 points de vie. 4 points de vie. Donc ça peut bloquer un combat héroïque aussi d'un héros à 3 attaques. Puis même s'il y a un héros qui passe et qui n'a pas la terreur, c'est jackpot. Ah oui, c'est... Puis la Reine des Araignées, est-ce qu'on réexplique ce que c'est qu'une Reine des Araignées, hein. Combat 6, force 6... C'est un mini Gulava. Mais qui a quand même un sacré punch pour aller assassiner des héros et même faire des projetés dans les lignes, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis c'est 3 petites nuées qui vont pouvoir permettre de compenser le manque de mobilité, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de cavalerie. Exactement. Parce que c'est des petites nuées qui bougent de 10, qui se pop à 3 pouces de la Reine des Araignées, donc ça peut faire une grosse traversée. Ça peut faire 13 pas d'un coup, quoi. C'est ça. S'il n'y a pas de magie en face, effectivement, il utilisera ses 3 points de volonté pour les faire arriver, quoi. C'est ça, donc pour aller traverser la table, détruire des réserves, prendre des objectifs, c'est cadeau. On est toujours sur une armée qui est centrée... prise d'objectifs, tueur de héros, aller chercher la bannière, donc on est sur quand même toujours... Bah là c'est une liste très polyvalente dans le roster, qui peut affronter à peu près n'importe quoi, normalement. Ainsi se termine la présentation de cette liste. Maintenant qu'on a fini la présentation de ces 5 listes de ce roster, 5 belles listes, on va pouvoir maintenant un peu discuter, un peu stratégie. Alors plus toi, parce que moi je suis un peu parti pris. Mais on voit quand même des belles listes un peu différentes, avec différents rôles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ce qui est quand même pas mal, c'est qu'au final, dans ces listes, quoi qu'il arrive, même si y en a une qui sera pas là, on est quand même sur des listes populeuses. Ouais. La moins basse, c'est 40 figurines. L'autre, on arrive à 44. 60, 80, bon, on commence à être sur des listes vraiment populeuses. Donc sur les scénarios à objectif ou de contrôle de table, etc., les 2 listes à 60 et 80 sont quand même très agréables à jouer. Exactement. Puis en plus de ça, on est sur des listes qui vont très vite. Le tambour chez les orientaux, Guritz c'est la marche avec les nuées d'araignées, Goblinville avec son Lingering Shadow. Et puis avec les packs de mercenaires qui peuvent pop un peu partout. Goaïr au final qui peut marcher de 12, au final celle qui est la moins rapide c'est la bataille des 5 armées. On a aussi pas mal de bloqueurs de tir au final, donc 2 vrais bloqueurs de tir qui sont Galadriel et les Seigneurs des Ombres, mais aussi les orientaux parce qu'ils sont tellement rapides au final que les tirs, à part faire 1 ou 2 phases de tir, même pas. C'est ça, ils peuvent limiter, ils vont pas bloquer les tirs, mais ils vont limiter le nombre de phases de tir possible. C'est ça. Si on n'arrive pas à manager, et puis bon, même si on arrive à manager, on n'arrivera pas à faire du full tir tout le temps, quoi. C'est ça. Puis on voit aussi dans les listes, chaque liste a son gros héros. Donc on a Goaïr, le roi gobelin, le roi sorcier ou la Spider Queen. On a l'empereur et Dain.
Donc sur Contest of Champions ou des scénarios où il faut aller taper des héros, etc., il y a quand même beaucoup de possibilités. Enfin, chaque liste a une possibilité de le faire. Les héros sont très fiables. Donc au final, des bloqueurs de tir, des listes nombreuses un peu bloquantes, des listes avec des bonnes menaces au combat. On est quand même sur un roster assez équilibré, assez classique aussi. Oui. Quelques petites surprises. C'est ça. Une. Une avec les hobbits, etc. Mais ça peut surprendre. Et mine de rien, dans une méta un peu magie aussi, qui est la France, avoir des résistants, beaucoup de résistance à la magie, c'est quand même pratique. On va faire maintenant un petit point sur l'ordre des matchs qu'auront sur un malentendu. Ils vont avoir une assez grosse première journée, parce qu'en partie 1, ils vont affronter les Suzerains, France 1 et les Poneys Fringants. Ils sont sur du lourd quand même. Donc là, ils vont arriver, ils vont devoir attaquer... Alors qu'ils s'accrochent quand même très bien. Ils vont devoir attaquer très fort. Ouais, parce qu'on rappelle, les Suzerains, c'est Vassal. C'est ça. France 1, c'est Bendrums, Dark Michael, Masterpin, etc. Poneys Fringants, c'est les vainqueurs de Crégy l'année dernière, donc les frères Vac, les vétérans. Coco Painting Stuff et Gabi. Donc du lourd, direct. On est sur du gros level dès le début. Faut qu'ils soient en forme, que le vendredi soir, ils aillent bien dormir, quoi. C'est ça. Faut qu'ils arrivent le vendredi soir et pas le samedi matin. Et pour la deuxième journée, du coup, ils attaquent par les bandes en bro, donc notre équipe, et ils terminent par les Lastborn. Au final, quand je regarde, ça va être compliqué tout le temps en fait. Il n'y a pas de. Ils vont taper toutes les équipes, les 4. Et la dernière, les Bandros, enfin les Lastborn, pareil. Les Lastborn, ça va être compliqué aussi. En fait, je me rends. Enfin, quand on regarde comme ça ce genre de poule, on se dit que tout est compliqué. Les 6 équipes ont quand même un niveau assez homogène avec des belles listes. Ouais. Donc, il n'y aura aucun match facile. Même s'ils ont beaucoup de potentiel, on voit qu'ils ont quand même des match-ups, ils vont avoir des match-ups très compliqués. Donc il va falloir qu'ils s'accrochent, qu'ils lâchent rien pour arriver à faire quelque chose pendant ce tournoi. Et comme ils le disent eux-mêmes, sur un malentendu, ça va passer. Sur un malentendu, ça passe. On leur souhaite du coup bon courage et bonne préparation pour le tournoi qui va arriver. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées de la fake list, vos soutiens pour cette équipe-là. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour vous avertir des nouvelles vidéos. Et on se voit très vite pour l'analyse de la deuxième équipe. Allez, salut! Salut tout le monde!